Nous commençons par cette triste nouvelle que nous venons d'apprendre au moment où nous prenons l'antenne. Val Kilmer, le légendaire acteur hollywoodien, est décédé à l'âge de 65 ans des suites d'une pneumonie. Hollywood a perdu une légende. Le 1 avril 2025. Val Kilmer, un artiste intrépide, un véritable original, est décédé à l'âge de 65 ans, connu pour ses rôles inoubliables dans Top Gun, The Doors, Tombstone et Batman Forever. Il était bien plus qu'un acteur. C'était un conteur avec un feu dans l'âme. Après des années de lutte contre un cancer de la gorge et les complications qui ont suivi, il laisse derrière lui un héritage aussi audacieux et complexe que les personnages qu'il a incarnés. Il ne s'agit pas d'une simple rétrospective. C'est une célébration de l'homme qui nous a fait ressentir, qui nous a fait penser, qui nous a fait croire. De ses premiers rêves à ses derniers jours, voici le parcours de Val Kilmer. Val Edward Kilmer est né la veille du Nouvel An, 1959, à Los Angeles, au cœur du cinéma américain. Il est le deuxième enfant d'Eugene et Gladys Kilmer, élevé avec ses deux frères sous le soleil de la vallée de San Fernando, en Californie. C'était un paysage de palmiers et de possibilités, de rêves poursuivis et capturés sous les lumières brûlantes d'un studio. Dès le début, Val a été entouré de beauté et de complexité. Son enfance, bien que remplie de la couleur et de l'énergie d'un foyer créatif, a été marquée très tôt par des bouleversements émotionnels. Alors que Val n'avait que 9 ans, le mariage de ses parents a pris fin. Le divorce n'est jamais facile à vivre pour un enfant. Et pour Val, c'est un moment qui a ébranlé les fondations de son monde. Bien que ses frères et lui soient allés vivre avec leur père après la séparation, le lien entre le père et le fils a commencé à s'effriter. Au fil du temps, Val décrira leur relation comme distante, voire tendue, un fossé qui se creusera au fil des années. Il a dit un jour de ses premières années, « J'étais calme, réfléchi, toujours perdu dans une sorte de rêve éveillé. La douleur de cette séparation ne se voyait pas à l'extérieur, mais elle colorait sa façon de voir le monde, à la fois avec prudence et curiosité. Cette fracture à la maison a peut-être été la première étape de son cheminement vers la narration, une façon de donner un sens à la vie en se glissant dans la peau d'un autre. Mais si le divorce a marqué un tournant, ce n'était rien comparé à la tragédie qui allait frapper 8 ans plus tard. En 1977, le monde de Val s'est effondré. Son jeune frère, Wesley, âgé d'à peine 15 ans, est mort noyé. Wesley souffrait d'épilepsie et a fait une crise pendant qu'il nageait. Le résultat a été soudain et dévastateur. Val n'avait que 17 ans à l'époque. C'était encore un adolescent qui essayait de trouver sa voie dans un monde fracturé. Il a soudain été confronté à une perte si profonde que les mots manqueraient à la plupart des gens. Wesley n'était pas seulement un frère, c'était une âme sœur créative. Ils avaient tourné des courts-métrages ensemble, écrit de petites histoires, partagé des blagues secrètes. Le perdre. C'était comme perdre une partie de lui-même, la partie qui riait le plus fort et qui rêvait le plus. Des années plus tard, Val se souviendra de la mort de Wesley avec une clarté obsédante. Il m'a dit que cela m'avait forcé à regarder la vie différemment. J'ai dû me poser des questions sur l'existence, sur le pourquoi de notre présence ici, bien avant d'être prêt. Le chagrin n'a pas disparu avec le temps. Il s'est répercuté dans son travail, dans les personnages qu'il a choisi d'interpréter, dans l'intensité qu'il a apportée à chaque rôle. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de jouer, mais aussi de s'exprimer, de guérir, de survivre. Et pourtant, malgré toute cette douleur, Val ne s'est pas effondré. Il a avancé, lentement, délibérément. Cette même année, comme alimenté par l'énergie de la perte et l'urgence de la vie, il a pris une décision audacieuse. Il va se lancer sérieusement dans le théâtre. Non pas comme un passe-temps, non pas comme une idée éphémère, mais comme une vocation. C'est à cette époque qu'il a passé une audition à la Juilliard School de New York. Il n'a pas seulement été admis, il est devenu le plus jeune étudiant jamais accepté dans leur division d'art dramatique d'élite. Un garçon de la vallée. Pourtant, le poids du deuil et l'étincelle de quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, il fréquente l'une des plus prestigieuses écoles d'art dramatique au monde. C'était un début né d'un chagrin d'amour. Et pourtant, c'était aussi le signe qu'à travers la pire des douleurs, quelque chose de puissant pouvait émerger. L'enfance de Val n'a pas été un conte de fées. Elle était désordonnée, humaine et parfois insupportablement triste. Mais ses premières expériences ont semé les graines de l'artiste qu'il allait devenir.
Son sentiment de perte lui a donné de l'empathie. Sa vie de famille éclatée lui a donné de la profondeur. La mort de son frère lui a donné un sentiment d'urgence. Le sentiment que le temps n'est pas garanti et que nous devons utiliser le temps qui nous est imparti pour créer, pour nous connecter, pour ressentir quelque chose de réel. Avec le recul, il est facile de comprendre comment le garçon qui a grandi dans le sillage d'un divorce, qui a pleuré son frère en silence, est devenu l'homme qui pouvait disparaître dans des rôles avec une telle précision émotionnelle. Ce n'était pas une performance, c'était la vérité. Val Kilmer ne s'est pas contenté de jouer des personnages. Il les a vécus, il les a portés. Il s'est imprégné d'eux. Et tout a commencé ici, avec un garçon dans la vallée, apprenant à donner un sens à un monde qui n'en avait pas toujours pour lui. À la suite d'une perte inimaginable, Val Kilmer n'a pas reculé. Il s'est tourné vers l'art. Portant encore le poids de la mort soudaine de son frère Wesley, Val a découvert un nouvel exutoire pour ses émotions, la scène. Alors qu'il fréquente le lycée de Los Angeles, il entre par hasard dans le département d'art dramatique. Mais une fois sur place, un déclic s'est produit. Le chaos qui régnait dans son cœur a trouvé une structure dans le rythme de Shakespeare, l'honnêteté de Tennessee Williams et la crudité de Tchekhov. Pour la première fois, il a vu un chemin où il pouvait canaliser tout ce qu'il ressentait et tout ce qu'il ne savait pas dire. Il n'était pas seulement doué pour cela, il était né pour cela. À 17 ans, encore meurtri par la tragédie, mais brûlant d'ambition, Val a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a passé une audition à la Juilliard School, à New York. Juilliard n'était pas seulement prestigieuse, c'était aussi un creuset pour les plus grands acteurs du monde. Et Val ne s'est pas contenté d'être accepté. Il est devenu le plus jeune étudiant à rejoindre le groupe d'élite des 10. Un seul instant, le garçon de la vallée est monté sur une scène plus grande. Une scène qui le façonnera pour devenir l'artiste qu'il est destiné à devenir. Pour Val, Juilliard était plus qu'une école. C'était un sanctuaire. La rigueur du travail quotidien sur les scènes. Les heures interminables passées à disséquer le caractère. La voix et le mouvement ont permis à son chagrin de s'apaiser. Il a donné à sa passion une discipline. Il a donné à son esprit vagabond un foyer. Il s'est plongé dans la formation classique, travaillant souvent tard dans la nuit, alors que les autres étaient déjà rentrés chez eux. Ses camarades de classe, dont beaucoup deviendront eux-mêmes des stars, se souviennent de lui comme d'un homme intense, farouchement engagé et implacable dans sa quête de vérité sur scène. Il n'apprenait pas seulement à jouer, il réapprenait à vivre. Même pendant ses premières années, Val ne se contentait pas de suivre le programme d'études. Il a écrit et joué dans une pièce de théâtre intitulée « How It All Began », Comment tout a commencé. Une pièce originale qu'il a élaborée avec des camarades de classe. Cette pièce montre que ses talents ne se limitent pas à l'interprétation. C'était un conteur au sens le plus pur du terme. Quelqu'un qui ne se contentait pas de lire des répliques, mais qui les sculptait, leur insufflait la vie et les imprégnait de sa propre expérience. Cette étincelle créative le guidera tout au long de sa carrière. Des années plus tard, en se remémorant son passage à Juilliard, Val a déclaré que cet établissement l'avait sauvé, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan émotionnel. J'étais dans un endroit sombre. Mon frère venait de mourir et j'avais besoin de quelque chose de plus grand que moi. Juilliard m'a donné cela. La pression, la structure. Cela m'a poussé à rester concentré, à avancer, à croire en mon travail. Cette conviction est devenue une boussole, même dans ses moments les plus incertains. Il avait confiance dans le processus de devenir, sur scène et en dehors. Alors que son séjour à Juilliard touchait à sa fin, le chapitre suivant s'ouvrait avec fracas. En 1983, Val a fait ses débuts à Broadway dans Slab Boys, une pièce de théâtre grinçante sur le passage à l'âge adulte qui se déroule dans l'Écosse des années 1950. Partageant la scène avec Kevin Bacon et Sean Penn, il ne se contente pas de tenir son rang. Il vole des scènes. Les critiques ont remarqué son timing précis, sa présence magnétique et la tempête d'émotions qu'il apportait à chaque instant. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un autre jeune talentueux du théâtre. C'était quelqu'un de différent. Quelqu'un qui avait du poids. Le passage de Juilliard à Broadway est un rite de passage pour de nombreux acteurs. Pour Val, c'était la preuve que sa douleur, sa lutte, son acharnement à comprendre l'expérience humaine, tout cela avait sa place. C'était important. L'enfant qui s'était senti perdu et réduit au silence par le chagrin se tenait maintenant sous les lumières,
entendu et vu par un public qui ne connaissait pas son histoire, mais qui en ressentait les échos dans sa performance. Et même s'il était peut-être encore en train de faire son deuil, sur scène, il n'avait peur de rien, avec Slab Boys. Le nom de Val apparaît pour la première fois sur une affiche, mais ce ne sera pas la dernière. Hollywood frappait déjà à la porte et l'élan était indéniable. Avec Juilliard dans son rétroviseur et Broadway dans sa poche arrière, Val Kilmer était prêt à faire le prochain saut sous les projecteurs du cinéma. Mais bien avant de devenir Iceman, Jim Morrison au Batman, il n'était qu'un jeune homme debout sur une scène à New York, racontant des histoires non pas parce qu'il le devait, mais parce que c'était la seule chose qui faisait que le monde semblait à nouveau réel. Val Kilmer n'est pas seulement arrivé à Hollywood. Il a ouvert la porte avec un clin d'œil et une punchline. Il a joué son premier rôle au cinéma en 1984 dans Top Secret, une comédie décalée des créateurs d'Airplane. It was a bizarre mashup of Elvis musicals and Cold War spy thrillers, and Kilmer played it all straight, which only made it funnier. Dans le rôle de Nick Rivers, une star du rock and roll, plongé dans une intrigue d'espionnage absurde, Val a chanté chaque note lui-même et a dansé comme un pro. Pour un acteur de théâtre formé à Juilliard, il s'agissait d'un premier pas inattendu. Mais il a fonctionné. Le public a vu quelque chose de spécial, du charme, du timing et un talent pour la parodie qui allait bien au-delà de la comédie burlesque. Il n'était pas seulement drôle, il était maître de lui, vif et magnétique. Et Hollywood l'a remarqué. L'année suivante, il joue dans Real Genius, une autre comédie décalée, cette fois-ci dans le rôle d'un scientifique brillant mais irrévérencieux. Le personnage de Val, Chris Knight, était cool sans effort, sarcastiquement brillant, et plein de cette attitude décontractée qui allait faire partie de sa signature. Il l'a joué avec aisance, oscillant entre la comédie et l'intellect comme s'il était né pour ce rôle. Ses premiers films ont révélé un acteur qui ne se contentait pas d'asséner des répliques. Il pouvait vous faire croire au personnage qui se cachait derrière. En 1986, à 26 ans, la vie de Val Kilmer a changé à jamais lorsqu'il a enfilé la combinaison de vol du lieutenant Tom Iceman Kazansky dans Top Gun. Iceman était arrogant, précis et d'une confiance inébranlable, le complément parfait du franc-tireur téméraire de Tom Cruise. Avec ses cheveux blonds givrés et son regard perçant, Kilmer n'avait pas besoin de dire grand-chose pour attirer l'attention. Son interprétation était froide, calculée et immédiatement emblématique. Dans un film plein de bravade et d'adrénaline, c'est Iceman qui est resté dans les esprits. Et pas seulement à cause de cette phrase légendaire. « Tu peux être mon coéquipier à tout moment ». Le film est devenu un phénomène mondial et la performance de Kilmer l'a rendu célèbre. Il ne s'est pas contenté de jouer un rôle, il a créé un archétype de la culture pop. Iceman était lisse, posé et dangereusement charismatique, et Val le portait comme une seconde peau. En y repensant plus tard, Kilmer a ri de la rivalité à l'écran. Iceman n'aimait pas Maverick, et c'était la moitié du plaisir. Ce sens du jeu et de l'engagement a rendu sa performance inoubliable. Avec Top Gun, Val Kilmer était passé du statut de jeune acteur prometteur à celui de star de cinéma. Le garçon de Juilliard était arrivé, et il ne regardait pas en arrière. Après que Top Gun l'a propulsé au rang de star, Val Kilmer s'est éloigné des cieux pour se tourner vers l'imaginaire. En 1988, il s'est transformé en Mad Mardigan, un sabreur espiègle, Don's Willow, une aventure fantaisiste réalisée par Ron Howard. Avec sa chevelure sauvage, son esprit vif et son jeu d'épée, Val s'est plongé dans le chaos du personnage, livrant une performance à la fois plus grande que nature et pleine de cœur. En dehors de l'écran, le film a également changé sa vie. C'est là qu'il rencontre l'actrice britannique Joanne Whalley. Leur entente sur le plateau s'est transformée en romance, puis en mariage. Mais Kilmer ne s'est pas contenté d'un seul genre. En 1991, il a accepté un rôle qui l'a poussé plus loin que tout ce qu'il avait fait auparavant, en entrant dans la peau de Jim Morrison dans le film The Doors d'Oliver Stone. Il ne s'agissait pas d'une simple imitation. C'était une transformation complète du corps et de l'esprit. Kilmer ne s'est pas contenté de jouer le rôle de Morrison. Il l'est devenu. Pour prouver à Stone qu'il était le bon choix, Val a tourné sa propre cassette d'audition. 8 minutes de voix et de mouvement d'une précision obsédante, canalisant le roi lézard dans les moindres détails. Il a étudié toutes les séquences, écouté tous les enregistrements et a même chanté lui-même toutes les chansons du film. Les membres survivants du groupe The Doors étaient stupéfaits, incapables de dire où Jim finissait et où Val commençait.
Les critiques ont été stupéfaits. Roger Ebert a qualifié la performance de Kilmer de meilleure partie du film, la considérant comme un moment de véritable création artistique. La voix, le regard, la poésie insouciante, tout était là. Kilmer s'était si complètement fondu dans le rôle que même le public commençait à s'interroger sur la réalité. Puis vint Tombstone, en 1993, et un autre personnage immortel vit le jour, dans le rôle de Doc Holliday, malade et à la langue acérée. Kilmer a livré une performance à la fois flamboyante et fragile. Un homme qui meurt avec style et tue avec précision. Avec sa voix traînante et ses yeux pleins de malice, il prononce la phrase désormais légendaire « I'm your Huckleberry », je suis votre Huckleberry. Cette phrase le suivra toute sa vie, devenant le symbole de sa présence singulière à l'écran. Au début des années 90, Val Kilmer a prouvé qu'il n'y avait rien qu'il ne puisse faire. Il était capable de se transformer en dieu du rock, en cowboy, en guerrier, et de tout faire avec âme, humour et un talent imparable. 1995 a été l'année de gloire de Val Kilmer, une année qui a fait entrer son nom dans la légende hollywoodienne. Il y a d'abord du Heat, la magistrale saga policière de Michael Mann, où Val a tenu son rang aux côtés de géants comme Al Pacino et Robert De Niro, dans le rôle de Chris Shaherless, le voleur froid des calculateurs. Kilmer a fait preuve de cran et de cœur, ancrant la tension explosive du film avec une intensité brute. La même année, il est entré dans l'ombre en devenant le justicier le plus célèbre du monde. Don's Batman Forever. Kilmer a endossé le rôle de Bruce Wayne, équilibrant l'intensité sombre et la vulnérabilité blessée. Face au Riddler de Jim Carrey et au Double Face de Tommy Lee Jones. Il a apporté au rôle une élégance bien ancrée. Pour Val, ce n'était pas seulement un rôle, c'était la réalisation d'un rêve. Le gamin qui idolâtrait les héros de bande dessinée en était désormais un lui-même, sur la plus grande scène imaginable. Avec Heat et Batman Forever, Kilmer n'était pas seulement demandé, il était inarrêtable. L'ascension de Val Kilmer s'est faite dans la turbulence. Derrière la caméra, son engagement féroce pour le métier s'est souvent heurté aux réalités de la réalisation de films à gros budget. Au milieu des années 90, cette passion, brute et sans compromis, lui a valu la réputation d'être l'une des stars les plus difficiles d'Hollywood. Les réalisateurs admiraient son talent, mais avaient parfois du mal à gérer son intensité. Sur le plateau de Batman Forever, les tensions couvaient. Le dévouement de Kilmer s'opposait à l'approche du réalisateur Joel Schumacher, et les frictions entre eux sont devenues si vives que Kilmer a choisi de ne pas revenir pour la suite du film. Schumacher n'a pas mâché ses mots par la suite, qualifiant Val d'être humain le plus psychologiquement perturbé avec lequel j'ai jamais travaillé. Cette déclaration a alimenté l'idée de plus en plus répandue selon laquelle Kilmer était brillant, mais difficile à manipuler. Cette image n'a fait que s'accentuer en 1996, lorsqu'il a rejoint l'île du Dr Moreau, une production déjà en plein chaos. Le fait de jouer avec Marlon Brando aurait dû être une étape importante dans sa carrière. Mais au lieu de cela, il est devenu un exemple à suivre. Kilmer s'est heurté aux acteurs, à l'équipe et finalement au réalisateur John Frankenheimer, qui a déclaré « Il y a deux choses que je ne ferai jamais. Je n'escaladerai jamais le mont Everest et je ne travaillerai plus jamais avec Val Kilmer. » Le film a été un échec, et le drame en coulisses a éclipsé tout le reste. En 1997, les initiés de l'industrie le considèrent comme un membre du club des mauvais garçons de Hollywood. Talentueux, volatile et imprévisible. Mais Val voyait les choses différemment. Dans une interview ultérieure, il s'est défendu sans ambages. Lorsque les gens me qualifient d'exigeant, je pense que c'est souvent un écran de fumée pour masquer leur propre manque de préparation. Le travail me tient à cœur. Je suis stimulant, pas difficile. Ceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec lui se sont fait l'écho de ce sentiment. Le réalisateur Philip Noyce, qui a collaboré avec Kilmer sur The Rumors. La plupart de ses critiques sont injustifiées. Le vrai Val Kilmer est un agneau, et c'est l'acteur qui travaille le plus dur que j'ai jamais vu. À travers chaque revers, une chose n'a jamais faibli. La dévotion de Kilmer pour son art. Qu'il soit mal compris ou mal représenté, il n'a jamais cessé de prôner l'honnêteté dans chaque scène. Pour lui, il ne suffisait pas d'être bon. C'est forcément vrai. En dehors de l'écran, la vie amoureuse de Val Kilmer était aussi colorée et fascinante que n'importe quel personnage qu'il a incarné. Au début des années 1980, avant que son nom ne soit connu,
Il a rencontré l'icône de la musique Cher lors d'une fête d'anniversaire. Malgré l'écart d'âge, elle est son aînée de plus de 10 ans. Les étincelles ont jailli. Leur histoire d'amour était passionnée, imprévisible et inoubliable. Même après leur séparation, leur lien ne s'est jamais rompu. Cher a dit de Val qu'il était l'un des rares hommes à avoir vraiment touché son cœur. Dans l'hommage qu'elle lui a rendu après son décès, elle a simplement écrit « Vali, tu étais sauvage, brilliant, impossible et si profondément aimé, courageux pendant ta maladie. Tu me manqueras toujours. » Des années plus tard, sur le plateau de Willow, Val retrouve l'amour, cette fois avec sa co-vedette Joanne Whalley. Leur alchimie à l'écran s'est épanouie dans la vie réelle, et, en 1988, ils se sont mariés. Pendant un bref moment, ils ont semblé être le couple en or d'Hollywood. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, une fille, Mercedes, en 1991, et un fils, Jack. En 1995, Val était ravi d'être père, emmenant souvent ses enfants sur le plateau, partageant son univers avec eux de la manière la plus personnelle qui soit. Mais la célébrité et la famille coexistent rarement sans tension. Quelques semaines après la naissance de Jack, Val et Joanne se sont séparés. Leur divorce a été prononcé en 1996, mais malgré ce chagrin d'amour, Val Kilmer est resté un père présent et dévoué, l'un des rôles qu'il prenait le plus au sérieux. Dans les années qui ont suivi, Val a été lié à un certain nombre de femmes célèbres, le mannequin Cindy Crawford, la chanteuse Carly Simon et l'actrice Daryl Hannah. Alors que les tabloïds aimaient le dépeindre comme un bourreau des cœurs hollywoodiens, Val lui-même était plus sentimental. Dans ses mémoires, il parle avec gentillesse de ses anciennes partenaires, mettant l'accent sur les amitiés qui ont perduré même après la fin de l'idylle. Pourtant, malgré tout, les liaisons très médiatisées, l'attention du public, Kilmer ne s'est jamais remarié. La relation la plus durable de sa vie s'est révélée être celle qu'il a entretenue avec ses enfants. Mercedes et Jack ont fini par suivre leur père dans l'industrie, chacun traçant son propre chemin créatif. Mercedes a joué avec lui dans son dernier film Pay Dirt, tandis que Jack a commencé à jouer dans des films indépendants. Au cours des dernières années de sa vie, Val a souvent dit qu'il avait trouvé sa plus grande joie non pas dans la célébrité, mais dans la paternité. Il n'y a pas de regret à avoir, a-t-il dit un jour. Une fois qu'on est une star, on est toujours une star. Mais être père, c'est le rôle qui compte le plus. Au milieu des années 2000, Val Kilmer a commencé à se retirer discrètement de la scène publique. Les fans ont remarqué son absence des tapis rouges et des grands rôles, et des rumeurs ont commencé à circuler sur son état de santé. Au début de l'année 2015, il a été transporté d'urgence au centre médical de l'UCLA. Les informations officielles sont restées vagues. Il s'agit de possibles complications au niveau de la gorge. Mais les spéculations se sont multipliées et l'inquiétude a suivi. Kilmer, un scientifique chrétien dévoué, a minimisé la situation. Il a dit à ses fans qu'il n'y avait pas de tumeur, pas de crise, juste un problème mineur. Derrière le rideau, cependant, la vérité était bien plus lourde. En réalité, Val avait été diagnostiqué d'un cancer de la gorge en 2014. Il a gardé le diagnostic secret, réticent à en accepter la gravité, s'appuyant plutôt sur sa profonde croyance en la guérison spirituelle. Pendant longtemps, il a résisté à un traitement médical agressif, convaincu que la prière et la foi le guideraient. Ce n'est que lorsque son état s'est aggravé, et après les appels sincères de ses enfants, Mercedes et Jack, qu'il a accepté de subir une chimiothérapie, une radiothérapie et, finalement, une trachéotomie. Ces procédures allaient lui sauver la vie, mais non sans sacrifice. La trachéotomie a altéré sa voix de façon permanente, la réduisant à un chuchotement pénible. Pour un acteur célébré pour son timbre imposant et expressif, cette même voix qui a jadis rugi sur les scènes et donné vie à Jim Morrison, ce fut un coup déchirant. Mais Val, toujours résilient, a fait face avec courage. Il a continué à se montrer en public, portant souvent des foulards ou des ascottes pour dissimuler le tube dans sa gorge, transformant une nécessité médicale en un style personnel. Parler devient difficile, parfois épuisante, mais il refuse de se laisser arrêter. Lors d'une interview, il a déclaré en toute franchise « J'ai peut-être l'air pire que ce que je ressens. Chaque jour est un choix, respirer ou manger. Mais je suis toujours là, toujours moi. » La foi est restée son point d'ancrage. Il a parlé ouvertement du pouvoir de la foi et de la prière.
et de la façon dont elles l'ont soutenu quand rien d'autre ne pouvait le faire. Il n'a pas regretté le chemin spirituel qu'il a emprunté. Il l'a embrassé. En 2017, Kilmer a révélé au monde entier que son cancer était en rémission. Une victoire durement acquise. Si sa voix a changé, son esprit, Louis, n'a pas changé. Il était toujours l'artiste, le père, le rêveur, prouvant que même dans le silence, on peut encore parler beaucoup. Après des années passées loin des projecteurs, Val Kilmer a fait un retour fracassant en 2021 avec le documentaire Val. Réalisé à partir de ses propres vidéos personnelles, il offre un regard brut et profondément personnel sur sa vie. Ses triomphes, ses déchirements, sa maladie. Narré par son fils Jack, le film a permis à Val de s'exprimer plus fort que jamais, même sans voix. Il a ému le public du monde entier, rappelant que son esprit était toujours aussi vif. En 2022, Iceman a pris son envol une dernière fois. Kilmer a retrouvé Tom Cruise dans Top Gun, Maverick, reprenant son rôle emblématique dans une scène à la fois puissante et profondément émouvante. Bien que brève, son apparition, aidée par une voix subtile, Leah, est devenue le cœur du film. Tom Cruise l'a qualifié d'inoubliable. Pour Val, c'était plus qu'une simple apparition. C'était à la fois un retour, un adieu et une victoire. Au cours de ces dernières années, Val Kilmer a vécu tranquillement, entouré de sa famille, continuant à créer, à rêver, bien qu'il se soit éloigné du métier d'acteur, se voir. Son esprit et son art n'ont jamais faibli. Le 1 avril 2025. Val s'est éteint paisiblement chez lui à Los Angeles. Il était âgé de 65 ans et a succombé à une pneumonie, un ultime défi pour un homme qui avait déjà tant enduré. Les hommages affluent du monde entier. Amis, fans et légendes de l'écran ont partagé leur amour. Cher l'a qualifié de courageux. Josh Brolin s'est souvenu de lui comme d'un brillant pétard. Ses enfants, Mercedes et Jack, l'ont honoré simplement, comme le père qui les a inspirés à vivre dans un but précis. Aujourd'hui, alors que nous lui disons au revoir, nous nous souvenons de Val non seulement pour les rôles qu'il a joués, mais aussi pour l'âme qu'il leur a donnée. Il était Iceman. Il était Docteur. Il était Morrison. Il était Val. Et il le sera toujours. Merci, Val.